Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, plein feu, le vrai débat. On est désolé de l'horaire parce qu'il y a eu un problème. Donc, notre invité, qui était le candidat Karim Azouz de la 9e circonscription, a eu un souci personnel. Donc, il s'est fait remplacer. Donc, ça nous a un peu décalé. On s'en excuse, mais ça ne se reproduira plus. Donc, on accueille son suppléant, Jean-Guy Audoux. Jean-Guy Audoux, bonjour. Bonjour. Bonjour Aki, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Voilà. Donc, écoutez, vous remplacez au pied levé Karim Azouz. Donc, on espère rien de grave. Non, rien de bien méchant. Donc, il est retenu effectivement pour des raisons familiales, qui le concernent lui particulièrement. Donc, pas plus de commentaires. Voilà. Alors, Jean-Guy Audoux, vous êtes suppléant. Alors, déjà, avant de commencer à parler de vous, les gens pourraient se dire, mais pourquoi il est suppléant? Deux hommes, ça... Déjà, effectivement, pour commencer, ça peut surprendre le fait d'avoir deux hommes aujourd'hui candidats aux législatives, qui puissent en Seine-Saint-Denis. La parité, elle doit se mesurer au niveau national et non pas au niveau local, au niveau d'une circonscription. Et donc, il est prévu 577 députés donc, à l'Assemblée nationale, donc avec effectivement une majorité qui va sortir donc, des élections législatives. Et donc derrière cela, une parité respectée, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et donc nous, à l'échelle effectivement nationale, au niveau du Parti radical de gauche, le parti qui nous aide aujourd'hui, qui nous appuie dans cette démarche, aujourd'hui respecte cette parité. Donc on se tient à cela sur le plan national. Alors le Parti radical de gauche de Seine-Saint-Denis a une particularité, je crois que c'est très actif, il y a quand même quelques militants, non? Oui, au sein du Parti radical de gauche de Seine-Saint-Denis, sous la direction de Ahmed Laouedj, nous sommes effectivement... Que nous saluons, Ahmed Laouedj, que nous saluons. Que nous saluons bien entendu au passage. Nous sommes près de 200 militants, très actifs sur le terrain, sur le terrain associatif, le terrain humaniste, notamment sur les différentes présences dans les conseils de quartier, associations de parents d'élèves, des engagements de terrain qui font qu'aujourd'hui, on est très, très, très présent sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors Jean-Guy Audoux, c'est quoi votre parcours? Vous êtes militant associatif au départ, c'est quoi votre histoire et votre engagement? Alors au départ, oui. Parcours associatif, j'y pris goût dès mon plus jeune âge. Moi j'ai un parcours atypique, mais la cohérence de celui-ci est implacable. Moi je suis originaire des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc des Dom-Tom. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se situe à une trentaine de kilomètres des côtes de Terre-Neuve, donc le bas du Canada. Et donc je salue au passage la ministre des Outre-mer qui est Annick Girardin, qui est une amie. Moi j'ai grandi jusqu'à l'âge de 19 ans. Une amie et puis une PRG aussi, c'est surtout ça. Dites-leur tout à nous, qu'ils sachent. Bien entendu, une amie, une PRG aujourd'hui qui a fait le choix de rejoindre la majorité présidentielle et dont on peut être fier aussi aujourd'hui de son parcours, qui était secrétaire d'État à la francophonie, ministre de la fonction publique et aujourd'hui nous représente dignement au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Donc pour revenir sur mon parcours, un parcours atypique, je viens donc des îles, je suis arrivé sur la France métropolitaine en 96 pour intégrer le corps des pompiers de Paris. Donc j'ai continué cette démarche associative en me tournant vers l'humain au sein de mon premier métier, mon premier départ dans le domaine de l'activité professionnelle. Et donc j'ai découvert tout un tas de choses extrêmement intéressantes et pertinentes sur le plan humain, avec des origines diverses et variées, de rencontres qui m'ont amené aujourd'hui à me forger un caractère, un état d'esprit qui est celui d'aller en permanence vers mon prochain, donc d'essayer de le soutenir, de l'aider dans son quotidien et vivre mieux dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Jean-Guy Audoux, vous êtes toujours pompier de Paris? Alors j'ai quitté les pompiers de Paris en 2001, l'activité opérationnelle, j'y ai resté dans 4 ans et demi de terrain opérationnel, ensuite 6 mois, 1 an l'état-major G1 du premier groupement d'incendie, donc dans le 18e à Montmartre. Et puis à ce moment-là, donc j'étais déjà papa d'un petit garçon qui avait déjà 1 an et le travail de pompier est extrêmement prenant, pesant. J'étais en plus sportif au sein de la caserne des pompiers de Paris, donc je faisais énormément de challenge, course à pied et natation. Et ça me demandait énormément de temps et de travail et d'énergie. Et je voyais peu en fait mon premier enfant. Donc à partir du moment où j'arrivais à la fin de mon premier contrat, il se posait la question pour moi de repartir sur un second contrat. J'ai fait le choix effectivement d'arrêter, j'étais engagé volontaire et donc je me suis dit le métier de pompier est extrêmement intéressant, passionnant, mais en dehors il y a des choses tout aussi intéressantes et passionnantes à découvrir et donc j'avais envie de voir un peu ce que je pouvais faire en dehors et donc je me suis orienté vers les métiers de la logistique. Je faisais déjà un peu de logistique au sein des pompiers de Paris, à l'intérieur des casernes pour gérer tout ce qui est fait d'habillage, campement, couchage et faits militaires qui peuvent être détériorés dans le cadre des interventions courantes. Et donc suite à cela, j'ai regardé autour de moi ce que je pouvais faire en termes de reconversion militaire et je me suis orienté vers les métiers de logistique que je trouvais extrêmement porteurs à cette époque et aujourd'hui c'est toujours le cas parce que ça offre des perspectives d'évolution de carrière intéressantes.
D'accord. Donc ça vous a conduit à la politique. Comment vous êtes arrivé à la politique? Je me suis toujours intéressé à l'associatif, dans les quartiers, notamment les quartiers dits sensibles. J'aime pas trop ce terme, mais c'est souvent des gens, des familles qui sont délaissées, abandonnées. Et donc très tôt, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai eu un premier enfant, donc je suis un jeune papa. Donc mon aîné aujourd'hui 17 ans, ma fille 14 ans et mon petit dernier 7 ans. Et donc très tôt, je me suis impliqué dans les associations de quartier de parents d'élèves. Je considérais que les enfants scolarisés dans les écoles de la République doivent bénéficier des mêmes droits, des mêmes devoirs, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leurs croyances religieuses ou leurs difficultés d'apprentissage de langue française. Donc j'ai travaillé avec de nombreux amis pour permettre justement ou faciliter plutôt l'intégration au milieu scolaire d'enfants en situation de handicap, d'enfants en difficulté de l'apprentissage de langue française, et également créer du lien intergénérationnel entre les gens dans les quartiers pour faire en sorte que les écoles de la République soient un lieu accessible de tous et pour tous. Et vous pensez qu'aujourd'hui les écoles de la République sont un lieu accessible pour toutes et pour tous? Pas nécessairement et pas dans tous les quartiers, parce que je continue cette action militante en tant que parent d'élève. Je suis vice-président au collège, présent en lycée et également titulaire en élémentaire. Et donc aujourd'hui on a des classes qui sont surchargées, qui approchent les 27 ou 30 élèves par classe, avec un taux de décrochage scolaire qui est extrêmement important. On ne parle pas ou peu aussi du fait que les enseignants sont aussi très absents dans certaines zones d'éducation prioritaire. Et donc tout cela, il faut le travailler de près, donc avec la communauté éducative, avec les parents, les enfants également. Et donc aujourd'hui, bien entendu, il y a tout un tas de problématiques autour de l'éducation qui me tiennent moi à cœur et sur lesquelles je travaille avec un certain nombre d'amis depuis pas mal d'années maintenant, et sur lesquelles effectivement on se doit travailler parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain. C'est ce qui vous a amené en politique, c'est cette volonté d'essayer de changer les choses, c'est ce que vous allez essayer de porter dans votre candidature? Complètement. Cette envie de pouvoir changer les choses à l'échelle même de notre quartier, de nos villes, moi me semble très important aujourd'hui. Alors il y a le national d'un côté, il y a le local de l'autre. Pour moi, c'est deux mondes totalement différents, et quand on s'investit au niveau local, on peut créer de belles choses sans pour autant avoir des gros financements, mais surtout de l'envie, de l'engagement et du bon sens. Beaucoup de choses partent du bon sens aujourd'hui. Quand on veut faire les choses simplement, il suffit simplement de rentrer en communication avec les gens qui nous entourent, les gens qui ont la possibilité de faire bouger les choses. Et donc, moi je peux donner un exemple. Aujourd'hui, je suis dans une ville qui est une ville de 43 000 habitants, en bordure de Paris, à 7 km des portes de Paris, qui est la ville de Noisy-le-Sec. Et dernièrement, lors d'une réunion avec la communauté éducative, j'apprenais effectivement que mon petit qui est en CE1, on était à son 6e ou 7e professeur depuis le début de l'année. Donc ça, c'est effectivement pour moi une aberration, quoi. C'est hallucinant. Donc, alors on reproche souvent aux enfants de ne pas intégrer les manuels scolaires, d'avoir des difficultés d'apprentissage, des programmes qui sont de plus en plus denses. Mais dans le même temps, comment voulez-vous reprocher à un enfant ses lacunes dans les fondamentaux si de l'autre côté, les enseignants ne sont pas là quand ils devraient être là? Alors la faute n'est pas toujours aux enseignants, parce que effectivement les difficultés existent, il faut les prendre en compte, il faut les accompagner, ces enseignants, il faut les aider. Et malheureusement, des fois et trop souvent, on se retrouve avec des enseignants qui sont parachutés en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, alors qu'ils n'ont pas forcément le recul nécessaire, l'expérience et totalement les compétences pour pouvoir agir dans de bonnes conditions. Tout à fait, aujourd'hui c'est les nouveaux rêves, mais c'est là, on est au cœur du débat, en tous les cas sur l'école, l'éducation, et cette volonté qu'aurait apparemment, puisque je vous poserai après la question si vous avez En Marche, puisqu'apparemment En Marche souhaite réduire le nombre d'élèves par classe dans ces zones justement. Alors oui, c'est effectivement une de nos propositions aujourd'hui de venir à un niveau d'enfants par classe, de 15 enfants par classe, mais pas seulement. Notre démarche aujourd'hui, elle est pragmatique, c'est de se dire, ok, c'est un fait de vouloir réduire le nombre d'enfants par classe, mais ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de revaloriser par exemple le salaire des enseignants. C'est de se dire qu'à un moment donné, dans des zones d'éducation prioritaire où on sait très bien que les enseignants sont confrontés à un certain nombre de difficultés, parce que parfois il y a un décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, il est fait de l'enfant, bien entendu, c'est le fait de l'enfant, mais il y a aussi un décrochage scolaire qui fait que les parents n'assument pas totalement leur rôle, leurs devoirs, leurs obligations. Quand on fait le choix d'être parent aujourd'hui dans la vie de tous les jours, ça me semble important d'assumer ses devoirs et ses obligations. Quelles sont-elles, ces devoirs et ces obligations? C'est de faire en sorte d'amener nos enfants jusqu'à leur majorité, de les placer dans les meilleures conditions, et de faire en sorte que quand ils mettent le premier pied à l'étrier dans l'activité professionnelle, ils soient armés pour affronter les diffutés de la vie. Mais vous savez aujourd'hui que malheureusement, les difficultés sociales, le chômage, un certain nombre de choses font qu'il y a beaucoup de parents, le déplacement. Il y a des gens qui travaillent à 2 heures de chez eux. Aujourd'hui, font que effectivement les parents sont moins présents, pas de leur fait, mais du fait de la situation, de la conjoncture nationale, ou de l'emploi, ou des situations où on va de plus en plus loin, où justement ceux qui ont le plus besoin, compte tenu des loyers, on les renvoie de plus en plus loin aussi. Donc ils sont de plus en plus
plus en grande couronne. Donc vous vous rendez compte, pour aller travailler de l'autre côté de Paris, etc. Ça aussi, c'est peut-être à prendre en compte, non? Bien sûr, complètement. Encore une fois, c'est une étude à effectuer par rapport à un environnement ou un périmètre qui entoure nos villes aujourd'hui, qui consiste à effectivement à être au plus près des gens. Et au plus près des gens, c'est de regarder leurs difficultés, là où c'est difficile pour eux aujourd'hui dans leur quotidien, en termes de transport, vous l'avez dit, mais en termes de niveau de vie aujourd'hui. Et de qualité. Et de qualité de vie aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu la circonscription sur laquelle nous sommes, donc la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, je rappelle les villes, Lille-Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Le Prince-Saint-Gervais et Bondy-Nord. Aujourd'hui, on a des maires, pour ne pas le nommer, la maire de Romainville, Corinne Valls, comme le maire de Noisy-le-Sec, ils sont dans le tout béton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait anciennement des immeubles qui faisaient entre 15 et 18 étages. Aujourd'hui, ils sont dans la démarche d'une destruction totale de ces immeubles pour mettre des immeubles plus petits. C'est la rue, oui, la rénovation urbaine. Effectivement, la loi rénovation urbaine en rue 1 et en rue 2. Et donc, pour renouveler un petit peu la population, pour d'une certaine façon, gagner un nouvel électorat. Mais aujourd'hui, les décisions qui sont prises, c'est dans le tout béton. Et j'aimerais saluer une démarche associative, encore une fois, avec laquelle j'ai pu travailler et pu échanger à de nombreuses reprises. Je salue le travail d'un ami sur Noisy-le-Sec qui est président de l'association, qui s'appelle Oumar Traoré, qui lui a amené justement la création d'un jardin créatif. D'un jardin privatif, avec un espace à la fois privatif pour les habitants qui entourent les immeubles, et un espace de jeu pour les enfants. Alors que le maire, au départ, le maire de cette ville, Noisy-le-Sec, voulait du tout béton, c'est-à-dire que vous venez faire mettre un parking, et on sait très bien qu'un parking, ça fait venir des véhicules, s'il y a de la pollution, les gens ont une nuisance sonore, et à la fois au niveau de la qualité de l'air. Non, je suis d'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que tous les maires, quels que soient les partis, essaient de faire ça, essaient d'avoir un électorat qui l'aurait acquis? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, ça me semble important de ne pas s'éloigner du citoyen que nous sommes. Aujourd'hui, notre démarche d'être candidat et suppléant donc, aux législatives, c'est de faire venir des visages nouveaux, de rentrer en politique d'hommes et de femmes engagés qui s'investissent sur le terrain, mais qui connaissent les citoyens, qui connaissent les préoccupations et les problématiques du quotidien. Aujourd'hui, vous dites effectivement très justement qu'un maire, aujourd'hui, il veut, lui, acquérir de l'électorat. Mais ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de servir l'intérêt général. Et c'est pas de se servir. On est dans des villes, on est de plus en plus de villes, et je pourrais en citer plusieurs, mais l'objectif et le but n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'on est dans des démarches où on a des maires qui aujourd'hui ont une emprise sur le local, où c'est des arrangements entre amis, c'est du copinage, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, qui, en tout cas aujourd'hui, qui moi me dérangent fortement. Et qui font qu'aujourd'hui, c'est d'abord se servir avant de servir l'intérêt général. Et nous, on veut proposer autre chose, on veut proposer l'inverse. Elle est bien entendu claire et en totale transparence qu'aujourd'hui, quand on fait le choix de faire de la politique, et c'est mon choix depuis 3 ans et je reviendrai dessus tout à l'heure, que quand on fait de la politique, c'est bien entendu qu'on est ambitieux, c'est qu'on a envie effectivement de monter un petit peu les échelons, mais aussi pourquoi, pour quelle raison? Pour essayer d'apporter un peu de sang neuf dans nos quartiers, un peu de vitalité. J'aime le dire parce que je suis au contact de mes concitoyens depuis pas mal d'années maintenant. On a de la richesse dans nos quartiers. Dans le domaine culturel, artistique, sportif, entrepreneurial. Quand on prend le temps d'écouter ces jeunes, quand on prend le temps de les aider, de les épauler, de les accompagner sur le chemin de la vie, quand on les aide à se développer, et quand on leur donne surtout l'envie de revenir, ça donne l'envie à celles et ceux qui n'ont pas osé faire autant de revenir. Et ça crée notre dynamique. En clair, voulez-vous essayer de redonner de l'espoir? Ce qu'on appelle dynamique, parce que quand on a de l'espoir, on a toujours cette mobilisation, cette dynamique. C'est l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans une impasse dans les quartiers populaires, on le voit bien, puisqu'on parle de quartiers, zones sensibles, quelle que soit l'appellation, on voit bien qu'aujourd'hui, l'espoir, c'est pas ce qui règne en maître. C'est-à-dire que les gens baissent les bras, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aussi, et là je viens à vous, ils n'ont plus confiance dans les politiques, parce qu'ils se disent de toute façon, ils vont arriver, ils veulent juste prendre la place des autres, mais ils feront la même chose que les autres. Complètement. Aujourd'hui, quand on investit le terrain, et moi je n'ai jamais lâché le terrain, donc je l'expliquais tout à l'heure, il y a 15 ans, je travaillais en tant que pompier de Paris, et donc je suis pas un novice sur cette circonscription. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je travaillais en tant que pompier de Paris, je travaillais dans les 2 casernes du 20e arrondissement de Paris, et on intervenait à la fois sur Paris, 20e, 19e, Lille-Lilas, Romainville. Et donc aujourd'hui, je suis candidat suppléant sur Romainville. Les problématiques qu'on a aujourd'hui, notamment d'insécurité à Gargarine, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 7 voitures qui ont brûlé. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, il y a eu un règlement de compte à Romainville. Donc aujourd'hui, ces problématiques-là, elles existaient il y a 15 ans quand je bossais en tant que pompier de Paris. Moi, j'ai le souvenir d'intervenir pour un feu de voiture en plein cœur de la cité Yuri-Gagarin, par exemple, à Romainville, ou Marcel Cachin, et d'arriver à se faire tirer dessus à coups de carabine à plomb, alors qu'on était là pour aider les gens. Et des anecdotes comme ça, je pourrais vous en citer d'autres. Mais moi, c'est important. Il y a 3 jours, 4 jours, j'étais au plein cœur des Landeaux, qui est une cité où vivent 3 000 à 4 000 personnes.
On peut se dire, bah non, mais j'y vais pas parce que c'est dangereux. Mais non, moi j'aime bien aller aussi quand c'est dangereux. J'aime bien me confronter aux gens, j'aime bien me confronter aux jeunes. Parce que le problème, c'est que les politiques d'aujourd'hui, ils ont abandonné le terrain. On ne les voit sur le terrain que quand il s'agit d'élections législatives, municipales ou régionales. Et c'est souvent trop tard. Et les gens, les citoyens que nous sommes, ne s'intéressent plus aux politiques à cause de ça. Parce qu'ils sont plus crédibles dans leur discours. Et donc, moi, effectivement, il y a quelques jours, je suis allé sur le terrain, je suis allé voir les jeunes et je leur dis, écoutez, est-ce que vous plaisez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous aimez l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui? Et on m'a répondu, mais non, mais monsieur, vous croyez qu'on peut faire quoi? C'est ce que je vous dis, c'est l'espoir. Alors, c'est la question, c'est qu'eux, ils ont l'impression d'être dans une impasse. Parce que ce que vous dites est juste, mais quand même, ça fait plus de 30 ans qu'on dit aux gens que c'est la crise. Sauf que la crise, elle n'est pas pour tout le monde, et que quand il y a l'embellie, elle ne profite pas à tout le monde. Donc quelque part, comment on peut leur redonner, quand on est candidat, les rebooster, leur redonner au sport? Parce que c'est vrai qu'avec un peu d'espoir et de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on a cette capacité encore à le faire? On a cette capacité. Les jeunes dont je suis d'une certaine façon l'image, je ne vais pas me cacher chez mon âge, j'ai 40 ans, je considère que malgré tout, j'ai encore un âge où je suis encore bien dynamique et je souhaite être créateur de richesses et de belles choses. Encore une fois, vous l'expliquiez tout à l'heure, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Les jeunes aujourd'hui, quand on s'intéresse à eux, plutôt que de leur mettre la tête sous l'eau et de les enfoncer ou de leur pointer du doigt comme étant un problème, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est la solution. Et la solution peut venir d'eux. Alors, quelle solution moi je préconise et que je peux proposer? C'est la création de maisons de quartier, par exemple. Alors, certains pourront dire, oui, bon, on a déjà vu ça. Mais aujourd'hui, dans une maison de quartier qui fait entre 80 et 100 mètres carrés, par exemple, on peut en créer sur une mandature, par exemple, de 5 ans, sachant que sur une ville, par exemple, comme on le sait, qu'il y a 9 quartiers. Allez, en 10-12 ans, on en a créé une par quartier. Une maison qui fait entre 80 et 100 mètres carrés, on place un agent municipal de la ville, on fait en sorte que cet agent municipal est chargé de la sécurité et de l'état, du bon entretien de ses locaux. Et dans cet espace de vie, qu'est-ce que l'on crée? Un espace multimédia, ça évite que les jeunes traînent dans le bas des immeubles. Un espace internet avec des postes informatiques. On fait venir des professionnels du recrutement, du coaching personnalisé pour les aider à remettre un pied dans le travail. Une espace bibliothèque pour des gens qui ont peu de moyens. Une espace restauration pour celles et ceux qui veulent faire des fêtes, des anniversaires autres. Enfin, on crée une dynamique, on fait venir des gens du domaine culturel, artistique. Mais vous voulez remettre de la vie dans les quartiers, dans la ville, c'est normal. Une dynamique. Mais là, ce dont vous parlez, c'est bien parce que c'est l'éducation populaire. Sauf que depuis 30 ans dans ce pays, entre guillemets, si je puis m'autoriser cette expression, on a bastonné l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on a réduit les crédits, on a enlevé au profit du dur. Dans le soft, on a enlevé tous les crédits qui aidaient justement toutes ces associations à travailler, vous le savez, sur le terrain. Les difficultés, est-ce que vous comptez porter à l'Assemblée nationale ou porter une voix auprès de vos amis pour que justement on revienne sur l'éducation? Parce qu'on parle d'éducation, mais l'éducation c'est aussi l'éducation populaire, c'est pas que l'école, c'est pas que le cursus scolaire, c'est tout l'environnement. Et ces associations qui font ce travail aujourd'hui, elles n'en ont plus les moyens. Le travail aujourd'hui associatif est extrêmement important. Je considère personnellement que c'est le lien invisible entre les populations, entre les seniors et les moins jeunes, et les plus jeunes, pardon. Et aujourd'hui, ce travail-là, il faut le défendre, il faut le protéger. Mais non, il ne faut pas le faire n'importe comment. Aujourd'hui, moi, je suis là, on est dans une démarche de solidarité, de fraternité et d'entraide. Pas confondre avec les systana. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, les jeunes et moins jeunes, qui ont envie de créer une richesse dans ce pays, dans nos quartiers, qui ont envie de s'en sortir, faut les accompagner, il faut créer un projet. Il faut que le projet tienne la route, il faut que le projet soit viable. Et il faut aider les associations. Aujourd'hui, il en existe des tonnes et des cents des associations dans les quartiers. Certaines qui servent à rien, d'autres qui servent à beaucoup de choses et qui permettent de recréer du lien et de renforcer ce lien. Alors ça peut être du soutien scolaire, ça peut être de l'aide à domicile pour des gens en situation de handicap ou des personnes âgées qui ont effectivement des difficultés pour se déplacer. Quand on a certains quartiers où il y a l'absence de boulangerie, par exemple, l'absence de médecins, l'absence de commerce, et qu'il y a des gens qui ont de la misère à se déplacer quand ils ont besoin d'aller voir un médecin généraliste, et qui ne peuvent pas se déplacer, ils font comment ces gens? Faut pouvoir trouver un moyen de locomotion pour eux, les accompagner, par exemple avec quelqu'un de plus jeune. Et de l'autre côté, il y a une transmission de connaissances. Moi, j'aime à dire que quand nos aînés disparaissent, c'est un puits de science qui disparaît. Il y a la possibilité, il y a une marge de manœuvre dans ce pays, dans nos quartiers, pour créer une dynamique populaire, oui, avec de l'écoute et du partage. Avec des gens effectivement qui demandent à partager. Vous avez repris le proverbe africain de la bibliothèque, quand c'est une bibliothèque qui brûle, et c'est peut-être un proverbe de Saint-Pierre et Miquelon, non? Le puits de science, non? Je ne sais pas si c'est un proverbe de Saint-Pierre et Miquelon, mais en tout cas oui, c'est un proverbe dont je fais bien d'une certaine façon, parce que j'aime les gens, j'aime le partage, et aujourd'hui quand on veut effectivement sortir la tête de l'eau,
face à certaines difficultés de la vie, c'est important d'être dans le partage, dans la communication. Et puis à un moment ça va, à un moment ça va pas. C'est l'humain qui veut ça, c'est la vie qui veut ça. On a des conjonctures économiques parfois difficiles, on a des schémas de vie qui sont parfois compliqués, avec des entreprises qui font des choix stratégiques, des décisions de groupe qui parfois impactent le salarié ou le citoyen que nous sommes. Et donc à partir de là, il faut se servir de ça comme une expérience. Un échec doit être une formidable raison pour aller de l'avant. Mais transformer, laisser, comme au rugby d'une certaine façon, travailler en équipe, se faire passer le ballon, et puis à un moment donné, il y en a un, il y a un meneur qui va marquer de l'autre côté dans l'embut. Et donc j'aime donner effectivement cet exemple-là sportif, parce que le sport, c'est toujours quelque chose qui m'a animé, c'est toujours quelque chose qui m'a permis de tenir debout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Et aujourd'hui, ça me semble important de construire avec l'autre, et pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est rien sans l'autre. Et il y a un proverbe africain qui dit la chose suivante, c'est que seul on avance vite, mais ensemble on marche plus loin. Et donc si on veut pouvoir créer quelque chose de fort, mais quelque chose qui tienne la route surtout, il faut le faire en équipe, il faut le faire avec une équipe qui tienne la route. Je suis d'accord, effectivement, mais juste, est-ce que vous pensez effectivement que cette République elle est exemplaire? Parce que pour qu'il y ait effectivement une adhésion, il faut que la République soit exemplaire. Il faut qu'elle montre que tous les enfants sont traités de la même façon, que tous les enfants, quel que soit leur lieu de naissance, leur origine, leur territoire, ils aient effectivement réellement les mêmes chances. On n'est pas dans l'égalité des chances, parce que c'est pas le tirage de la loterie, la chance. La chance, c'est pas... mais dans les moyens, les conditions, est-ce que vous pensez que cette République est exemplaire? Et quand on voit ce qui se passe au sommet de l'État, force est de constater aujourd'hui malheureusement que la République n'est pas exemplaire. Monsieur Macron, avec tout le respect que je lui dois, nouveau président de la République, avait dit effectivement que il ferait en sorte que ses ministres, son gouvernement soient exemplaires. Aujourd'hui, force est de constater à nouveau que c'est pas le cas. On a un ministre Richard Ferrand, qui est impliqué dans des affaires immobilières, dont il y a des soupçons qui pèsent sur lui, Marielle de Sarney également. Donc aujourd'hui, aujourd'hui ça tient pas forcément la route. La moralisation politique, c'est pas pour demain, quoi. J'ai comme l'impression que c'est pas prêt de venir. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin. Ceci dit, il faut dire quand même à nos téléspectateurs et téléspectatrices, téléspectateurs, que c'est quand même une minorité. Parce que souvent, comme on voit les affaires, on a l'impression que les hommes politiques sont tous corrompus. Il y a effectivement des gens, mais la plupart, ce sont des élus locaux qui sont... parce que souvent, moi je ne veux pas qu'on tombe dans la démagogie de faire croire que, mais les quelques qui défraient la chronique jettent l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Bien sûr, non, toute la classe politique n'est pas non plus à renvoyer sur ces problématiques-là, mais aujourd'hui, malheureusement, on a eu différents cas, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit centre-droit, centre-gauche, et aujourd'hui, malheureusement, ces personnes-là jettent le discrédit dans l'espace politique. Donc aujourd'hui, et ils mettent à mal tout le travail de terrain qui peut être fait aujourd'hui par ce que j'appelle moi une nouvelle garde politique, une nouvelle garde républicaine, avec des gens qui veulent aujourd'hui s'investir en politique. Aujourd'hui, le choix de s'investir en politique, il a été mûrement réfléchi me concernant. J'imagine que pour mon ami Karim Amazoud, c'est également. Il a fait 8,13% en partant 10 jours avant aux élections municipales 2014 sur ma ville. Avec un maire adjoint, il avait claqué la porte sur un désaccord de loyauté et d'intégrité par rapport à la maire avec laquelle il était. Et donc il a fait le choix de partir municipal, il a fait 8,13% en partant 10 jours avant. Et donc c'est une des raisons aujourd'hui pour laquelle j'ai fait le choix de l'accompagner sur ce chemin de vie, sur ce parcours, sur cette aventure. Parce que c'est quelqu'un de loyal, d'intègre et d'honnête. Et je me reconnais totalement dans ces valeurs-là. Ce sont des valeurs aussi humanistes, pragmatiques. Nous, on est pragmatiques. Être radical de gauche aujourd'hui, c'est d'aller au fond des choses. C'est d'essayer d'apporter dans notre quotidien, à des gens qui sont dans des situations difficiles, des solutions pragmatiques et pérennes aux problèmes qu'ils rencontrent. Et donc... C'est intéressant de parler effectivement des radicaux de gauche, parce qu'on a quand même entendu certains de vos leaders sur la laïcité qui étaient un peu border quand même. Ils étaient un peu... Après, encore une fois, il y a une trame, il y a une loi. La loi, c'est la loi de 1905. C'est la loi d'un député radical qui s'appelle Aristide Briand. Ma vision de la laïcité. Alors, pas tout seul, parce que c'est Jaurès et Aristide Briand. D'ailleurs, c'est Briand qui a révélé la loi. Et quand ils ont voulu l'appliquer, certains l'ont appliqué de la façon dont on a le débat, c'est-à-dire en essayant de mettre l'église au pas. Bien sûr. Ça a fait presque une guerre civile. Complètement. Et donc, ils étaient obligés de rappeler Aristide Briand pour qu'il mette en œuvre la loi 1905. Et il l'a mis en œuvre dans le dialogue, dans le respect, parce qu'il a expliqué que ce n'était pas contre les religions, contre l'église, mais
pour le vivre ensemble. Bien sûr. Et que dans le respect de chacun. Et ça, c'est aussi peut-être mais c'est pas ce qu'on a entendu chez Bailey, chez d'autres ces derniers temps. Alors, effectivement, je ne ferai pas nécessairement de commentaires là-dessus, mais voilà, oui, je suis en partie d'accord avec vous là-dessus. Moi, je m'arrête à une loi, c'est la loi 1905 portée par Aristide Briand et la loi 1905, rien que la loi 1905. Aujourd'hui, voilà. C'est important de préciser parce que ça te dit, vous avez quand même une autre expérience que eux en Midi-Pyrénées, quoi. Oui, complètement. C'est totalement vrai et j'aurais tendance à dire de plus que la loi 1905 précise, le point suivant, c'est que chacun doit être libre de croire ou de ne pas croire, d'avoir une culture religieuse qui n'intéresse que lui finalement. Donc à partir de là, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? De considérer que voilà, l'humain a des différences et ces différences-là doivent être une formidable raison, une raison pour construire quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit n'est pas le monde d'hier. Nous avons subi d'importantes mutations sociales et sociétales sur ces 15-20 dernières années. Nous n'avons pas eu d'autre choix, ou nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous mettre à la page vis-à-vis de ces mutations. Et aujourd'hui, ça me semble important, aujourd'hui, plutôt que de taper sur une population, sur une communauté, voilà, d'essayer de travailler avec cette communauté pour aller justement vers ce mieux vivre ensemble dans nos quartiers, ça me semble important. Aujourd'hui, on parle de tout et n'importe quoi dans nos médias traditionnels, on nous renvoie des messages de haine et de violence d'une population envers une autre. Quand on est impliqué dans le cadre scolaire, on n'a jamais de problème de cette nature. On ne voit ce problème qu'à travers le prisme des médias traditionnels. Et quand on couvre le terrain, quand on est sur le quartier, quand on est dans les quartiers populaires, on n'a pas ce problème-là non plus. Donc vous pensez qu'effectivement les médias véhiculent trop de préjugés, des représentations et des philosophies un peu excluantes par rapport à ces quartiers? Complètement. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai travaillé aussi pour une grande chaîne audiovisuelle il y a quelques années. J'y ai travaillé 7 ans, donc pour un de ces grands médias qui aujourd'hui fait la une quotidienne en audiovisuel. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils courent après l'audience. Et aujourd'hui, c'est du buzz. On est dans l'ère numérique, dans l'ère audiovisuelle. Et aujourd'hui, vous plongez sur iTélé ou BFM TV, très bien, vous regardez une demi-heure un reportage ou une séquence TV, une demi-heure après, on vous remonte la même chose. C'est du bourrage de crâne d'une certaine façon. C'est de dire, ok, voyez à quoi ressemblent les quartiers, voyez à quoi ressemblent les jeunes. Et j'aime à donner cet exemple, je l'en parlais tout à l'heure, mais ça me semble très important aujourd'hui de valoriser les jeunes dans nos quartiers, de leur dire qu'ils ont du talent. Il faut les écouter, ces jeunes. Les jeunes, ils en ont marre qu'on leur tape dessus en permanence. J'aime donner cet exemple, et c'est un exemple de vérité. Tous les ans, il y a le Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est le salon des dernières technologies. 25% des entreprises présentes sur place sont souvent des entreprises françaises. 25% des entreprises sont des entreprises françaises. Souvent avec des jeunes issus de nos quartiers populaires. Donc des jeunes entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies numériques. Donc, pourquoi ce qui se passe ailleurs? Pourquoi les facilités de création d'entreprise ou de développement d'entreprise outre-Atlantique ou outre-Manche, par exemple, ça fonctionne bien, et en France, ça ne fonctionne pas? Parce qu'on leur met sur le dos, sur la tête, un certain nombre de cotisations sociales ou patronales qui sont très élevées, et on ne leur donne pas la chance de pouvoir se développer dans le monde commercial. On ne leur donne pas les moyens de s'exprimer. Il faut les entendre, les jeunes. Il y a une souffrance dans le quartier. Et c'est un fait aujourd'hui. Moi, le président Hollande vient de quitter sa présidence. Il le disait, je crois que c'est lors de ses derniers meetings de campagne en 2012. Je ferai en sorte que quand je quitterai mon mandat, que les jeunes dans ce pays se portent beaucoup mieux qu'en arrivant. Voilà. Aujourd'hui, je le regrette, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Juste, peut-être sur le bilan, mais parce que là, on va toucher le fond, donc on va venir un peu à vos propositions, d'expliquer un peu les choses. Là, ce que vous dites, effectivement, ce n'est pas le cas, mais les gens, ce qu'ils ont besoin, les créateurs d'entreprise, c'est effectivement des carnets de commandes. Le problème qu'on a aussi dans ce pays, vous le savez, en matière de développement, c'est que la plupart de nos brevets partent à l'étranger, parce qu'il y a les budgets de la recherche qui ont considérablement baissé. Et vous savez que pour que l'entreprise avance, il faut qu'elle soit innovante. Et donc, toutes les innovations qui sont en majorité des grandes françaises, sont reprises à l'étranger sous des brevets, après, puisque les gens achètent les brevets. C'est hallucinant. On a du talent, on a du potentiel, on a des jeunes entrepreneurs qui créent de la richesse, qui peuvent créer de l'emploi aussi, donc qui peuvent créer une dynamique, qui peuvent inverser effectivement la courbe, d'une certaine façon, du chômage. Et on les laisse partir. Moi, je connais des entrepreneurs. Je le disais au tout début de mon intervention. Moi, je viens des îles. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir grandi dans une culture nord-américaine, à la fois avec le mode de vie, mode de consommation, effectivement, nord-américain,
parce qu'on avait une proximité avec le Canada des États-Unis qui était là, mais aussi avec une gestion administrative française, métropolitaine. Et nous, on avait du potentiel. On avait des jeunes, et à un moment donné, et quand il était question de demander les crédits pour pouvoir se développer, de développer cette démarche entrepreneuriale, on ne l'avait pas. On n'avait pas ces crédits, on n'avait pas cette chance de pouvoir s'exprimer. Donc il fallait effectivement soit économiser, faire des petits boulots à côté pour essayer d'amasser un certain pécule, et pourquoi pas essayer de se développer ce Canada. Juste alors, Jean-Guy, parce qu'on touche à ça, on touche à la fin de l'émission, un message fort que vous avez envie de faire passer, et parce que c'est aussi, d'habitude c'est un débat, là pendant la période électorale, c'est juste de donner aux gens qu'on ne voit pas souvent la possibilité de s'exprimer, c'est aussi ça les débats, c'est aussi ça. Donc qu'est-ce que vous voulez leur dire pour les inciter à voter pour vous En tout cas, je remercie la chaîne d'avoir pensé à nous aujourd'hui, de nous avoir laissé la possibilité de nous exprimer par rapport à ce projet. Aujourd'hui, ça me semble important de faire venir des visages nouveaux en politique, d'hommes et de femmes engagés sur le terrain depuis un certain nombre d'années, de gens qui sont crédibles, qui sont légitimes à pouvoir parler des préoccupations de nos concitoyens, tout simplement parce que nous-mêmes, nous avons ces préoccupations dans notre quotidien, parce qu'on est papa et on est inquiet quand on a des jeunes ados avec des problématiques de sécurité, d'insécurité, d'incivilité. Et aujourd'hui, d'éducation également aussi, parce que, je le disais aussi tout à l'heure, c'est important de faire en sorte d'amener nos enfants à leur majorité dans les meilleures conditions. Mais c'est pas simple aujourd'hui d'élever des enfants dans la situation dans laquelle nous sommes. Surtout quand parfois on a des situations de vie qui font qu'on est séparés. Donc aujourd'hui, nous, on a une démarche d'ouverture vis-à-vis des gens parce qu'on leur ressemble et on veut les rassembler. Parce qu'on connaît leurs problématiques, on couvre le terrain, on est sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Et donc aujourd'hui, on veut défendre cela pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Donc notre démarche, c'est un renouveau en politique dans nos territoires. Car on a cette légitimité et cette crédibilité pour pouvoir représenter nos concitoyens à l'Assemblée nationale. Jean-Guy Audou, merci. Alors, je rappelle que vous êtes le suppléant de Karim Amazous, qui a eu un problème personnel, familial. Donc, en tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. L'horaire sera 19h, parce que là, c'était exceptionnel. Hein, on est pour la suite incident. Et le remplacement au pied levé du suppléant de son titulaire, c'est ce qui se passera à l'Assemblée s'il y avait ce qu'on ne lui souhaite pas et si vous êtes élu. Donc, écoutez, rendez-vous vendredi prochain à 19h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne rupture du jeûne à 21h47, je crois. J'ai plus l'heure exacte, 47-48. À celles et ceux qui le font. Et non, j'ai pas mis la barbe parce que Jean-Guy venait. C'est juste un peu pour changer, pour mettre un peu d'animation dans l'écran télé. Hein, voilà. Et écoutez, merci à vous. Et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission de Plein Feu, le vrai débat. Bonsoir. Et bonne soirée. Bonsoir, merci, bonne soirée.